Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de dimanche en politique. Aujourd'hui, 3e chapitre d'une série de 4 émissions consacrées aux maires des grandes villes de Bourgogne, dans la perspective bien sûr des élections municipales de mars. Et après les maires du Creusot, de Nevers et avant celui de Dijon, nous recevons aujourd'hui le maire d'Auxerre. Bonjour Guy Ferrez. Bonjour. Vous avez été élu en 2001, vous terminez donc votre 3e mandat. Vous n'avez pas encore annoncé vos intentions pour une éventuelle candidature en mars prochain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un secret de polichinelle ? Je ne sais pas si c'est un secret de polichinelle, mais vous y verrez plus clair vendredi 8, puisque c'est le 18 octobre, donc vendredi prochain, que j'annoncerai ma candidature. Je peux peut-être vous donner un indice si vous voulez. Vous savez, il y a un ancien président de la République, on lui disait « Serez-vous candidat à votre succession ?» Et ce président répondait « Mes amis m'y poussent, mes adversaires le redoutent. » Ça peut peut-être vous donner un indice. Oui, ça nous donne un indice. C'est une information, effectivement, dans cette émission. On va dire qu'on se rapproche de votre candidature pour un 4e mandat, on l'aura compris. Quand on dirige une ville depuis 18 ans, qu'est-ce qui vous pousse à continuer, si c'est la décision que vous prenez dans quelques jours ? Ma décision sera fondée sur 2 ou 3 éléments. D'abord, un maire, c'est une personnalité. Et donc, c'est quelqu'un qui est plongé en permanence dans la réalité vécue avec ses concitoyens. Et donc, il me semble que les concitoyens, mes concitoyens, les citoyens d'Auxerre considèrent, il me semble en tout cas, qu'une large partie considère qu'il y a encore du travail à accomplir. 2014, vous ne gagnez qu'avec 312 voix d'avance. Est-ce que vous y avez vu un signe, un message ou on va dire une pression Dans ce que j'ai vu en 2014, à l'époque, j'étais maire avec l'étiquette PS. Et à l'époque, vous vous rappelez, en 2014, tout ce qui portait une étiquette PS devait être tué. Et donc, je suis finalement un des rares maires qui, dans notre pays, avec l'étiquette PS, a survécu à l'époque. Et donc, je pense que c'est une situation particulière. Nous verrons pour la prochaine campagne. Dans la région, vous et François Rebsamen aviez résisté. Nous étions deux maires importants de l'époque qui sont restés en place à ce moment-là. Avant que vous nous disiez ce que vous voulez faire, et puis que vous nous parliez de ce que vous avez fait, on a demandé aux Auxerrois ce qu'ils pensent de leur ville. J'aime pas, des questions posées par Basis Djaouti et Claude Heu, d'une de nos équipes à Auxerre. On les écoute. Et c'est vraiment nul. Hein. C'est un marché, on y va, il fait froid, il n'y a rien. C'est vrai que c'est pas accueillant. Voilà, le mot il est pas accueillant, le marché couvert d'Auxerre. Donc il parle de le refaire, mais quand, on ne sait pas. Les quais qui ont été refaits, c'est bien, on peut marcher, c'est impeccable. J'aime bien l'action qu'il a eue en matière d'urbanisme, avec la rénovation des quais. Voilà. Ça fait d'Auxerre une ville, je trouve, agréable, dans laquelle on peut se ressourcer et qu'il n'y a pas forcément dans d'autres villes. Il a su préserver le caractère calme de la ville. Je pense il essaye de faire un maximum pour la ville. Je pense qu'il en fait déjà pas mal parce que on va dire que depuis quelques temps, la ville, elle est en train d'essayer de renaître de ses cendres. Je sais qu'ils sont en train de faire des travaux sur les quais qui est quand même un endroit phare à Auxerre que beaucoup de jeunes apprécient, y compris aussi petits et grands, je parle. Donc je pense que non, ça va, il fait du mieux qu'il peut. Le côté très négatif, c'est les commerces en centre-ville qui meurent, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre quelle est la politique de la ville avec la zone commerciale des Clérions où le stationnement, par exemple, est gratuit, et puis en centre-ville ici où le stationnement, il est payant sauf une demi-heure. Donc j'ai du mal à comprendre cette politique. Alors, c'est un résumé, bien sûr, ça ne vaut pas sondage. Alors, les quais, les gens adorent. On ne va pas rentrer dans le détail, on va y rentrer par la suite. Bien sûr. Le maire, il entend ces choses-là quand il se promène en ville. On lui dit ce qui va pas. Ah, mais ce que je viens d'entendre, je l'entends tous les jours. Et si vous le permettez, je voudrais répondre notamment au monsieur qui dit le marché. Ouais. Il est ce qu'il est, donc il n'est pas beau. Il dit qu'il va le refaire. Le maire, oui, il va être refait. Et je vais débuter les travaux dès l'an prochain pour une raison très simple, volonté de le refaire. Et puis j'ai obtenu une subvention de 500 000 € de la région que je dois utiliser pour le marché avant la fin 2020. Donc si je peux rassurer ce téléspectateur, il va falloir dépenser l'argent. On va en reparler bien sûr en parlant de l'aménagement de la ville. C'est ce qui vient maintenant. Dans cet entretien, on aurait pu vous poser des questions, on va vous proposer des photos, parce que ces photos ont toutes quelque chose à voir avec votre mandat et avec la campagne à venir. On va parler de la ville d'abord, avec la première photo, vous le voyez. Fermeture définitive, une vitrine fermée. C'est un peu le cauchemar des maires des villes moyennes en France. Le taux de vacances commerciales était assez important à Auxerre, il l'est encore. Quels sont les outils à la disposition du... On a entendu quelqu'un tout à l'heure qui nous disait les boutiques, c'est pas possible. Ça fait partie des questions quotidiennes d'ailleurs. C'est quoi les outils à la disposition du maire ? Il y a des outils qui sont importants. D'abord, le gouvernement l'État a lancé ce qu'on appelle Action Cœur de Ville, donc qui permet aux maires de mobiliser des moyens
à la fois, je prends cet exemple-là, c'est un immeuble qui est à vendre, par exemple. Je peux très bien, si je pense qu'un commerce peut s'y installer, exercer le droit de préemption, c'est-à-dire acquérir ce local. Donc, ce qui permettrait à ce moment-là ensuite de pouvoir y installer un commerçant et d'avoir un loyer qui ne serait pas un loyer qui serait celui du marché. Un des problèmes des villes moyennes, vous savez, c'est que souvent les loyers pour les locaux commerciaux ne sont pas à l'auteur du marché. Souvent, ce sont des prix parisiens. Ils sont trop élevés. Ils sont trop élevés. Et donc, mais nous demandons des actions très fortes, notamment avec les agents immobiliers spécialistes des locaux commerciaux. Et j'ai appris tout à l'heure, juste avant de vous rejoindre d'ailleurs, que 2 grands locaux commerciaux du cœur de ville, plusieurs centaines de mètres carrés, allaient être acquis. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais cela dit, le travail est encore devant nous et très largement. Et il faut empêcher, bloquer ou freiner le développement des zones périphériques pour que les centres survivent. Ça, c'est bloqué. C'est ce que vous reprochez l'Auxerrois qu'on a entendu. Absolument. Il y a, si vous voulez, il y a aussi dans cette affaire un comportement des citoyens. Et nous en sommes en quelque sorte au cœur de cette affaire. Nos concitoyens, ils veulent du commerce en périphérie, ce qu'on appelait les grandes zones commerciales. Depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai dit non, on arrête les zones commerciales. En même temps, ils veulent du commerce de cœur de ville, et en même temps, nos concitoyens, ils recourent de plus en plus au commerce par le net, et qui fait des dégâts considérables, et sans doute davantage demain que le font encore une fois les galeries marchandes et les zones commerciales de périphérie. Vous avez dit 3 fois en même temps, ça nous donne peut-être un indice. Ça vous donne un indice. Pour la suite de notre discussion. Non, c'était pour plaisanter. Un mot quand même sur le marché de l'Arquebus dont parlaient ces Auxerrois. Oui. Alors, vous nous dites que vous allez le refaire, mais on va se souvenir qu'il devait déjà être refait et que ce projet avait été annulé. C'était une forme d'échec de vos mandats précédents, ce marché de l'Arquebus? C'était une forme d'échec. Ce n'était pas d'ailleurs la création ou la rénovation, plus exactement, du marché. C'était la création d'une place à vocation commerciale que j'avais souhaité confier à des partenaires privés. À ce moment-là, il a fallu que je dise non parce que je n'étais pas suivi par la population. Aujourd'hui, c'est une opération publique de rénovation, mise en valeur du marché, de son parking et de l'ensemble de la place qui l'entoure, avec le lien très direct, faire une rotule en quelque sorte entre le marché et le cœur de ville, parce que lorsque nous sommes au marché d'Auxerre, nous sommes à 50 mètres du cœur de la ville. Allez, autre sujet, une voiture, c'est les photos qu'on va voir, la circulation automobile. Oui. Il est lié au sujet précédent aussi. Est-ce qu'il faut... C'est pas une photo d'Auxerre. Non, c'est pas une photo d'Auxerre. Quoique, non, pas sur autant de fils que ça, mais quand même sur des bouchons. On nous en a parlé avant l'émission. Est-ce que d'abord, il faut faire le choix de la piétonisation très forte? Par exemple, c'est le cas de ce qui se passe à Dijon avec une très grande zone piétonne. Ou est-ce que dans une ville moyenne, il faut concevoir ça autrement? Quelle est votre vision? Est-ce que vous avez des projets pour un mandat futur là-dessus? Oui, bien sûr, il y a des projets. Vous avez raison. Dans les villes moyennes, il faut quelque chose qui ne soit pas punitif. On sent en même temps qu'il y a une demande de la part de nos concitoyens d'un meilleur partage des espaces publics dans le cœur de nos villes. Et les projets sont engagés puisque la grande place des Corteliers d'Auxerre, qui est un parking, on va dire, pour l'instant, c'est un parking aujourd'hui, un parking de cœur de ville, demain, si je suis candidat et si je suis toujours aux affaires, fera l'objet d'une opération de réhabilitation. Ce sera plus un parking. Ce sera plus un parking, mais à contrario, à quelques centaines de mètres de cette place des Cordeliers, dans un grand parking d'aujourd'hui, je construirai un parking qui comportera plusieurs niveaux et donc qui permettra à ce moment-là de délester complètement la place des Cordeliers de ces voitures. C'est pas la bonne photo, mais ça s'en rapproche. On a des gens qui nous ont contactés, sachant que vous veniez. C'est les riverains de toute une zone qui ont créé une association qui s'appelle l'Arty, ils s'appellent eux-mêmes les riverains du Triangle Infernal, qui demandent une rocade sud à Auxerre. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Si je peux prendre un petit peu de temps sur cette affaire, parce que je connais bien, j'ai envie de dire, nos amis d'Arty, parce que la réalisation de ce contournement sud d'Auxerre est une préoccupation des riverains, des élus d'Auxerre et de l'Auxerrois, et même des élus hors d'Auxerre et de l'Auxerrois. Les élus n'y arrivent pas pour l'instant. Les élus vont finir par y arriver. C'est un sujet compliqué, 2 ou 3 éléments seulement. 1, le projet de contournement, non seulement n'est pas enterré, mais il connaît une nouvelle vigueur. Pour une raison très simple. Pour le financement, État, région, ville, département, agglomération. Il manquait un des financeurs qui était la région. Aujourd'hui, la présidente de région a décidé d'inscrire le projet de contournement sud d'Auxerre dans ce qu'on appelle le schéma régional des infrastructures. Ce qui signifie que demain, la région qui jusqu'à présent était absente dans la clé de financement, eh bien la région sera présente. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle et nous allons commencer à en discuter bientôt puisque tout ceci va trouver sa place dans le contrat de plan qui lie l'État et la région. Ils ont donc bien fait de nous écrire avant votre venue. On change de photo, c'est un symbole, c'est le symbole de l'hôpital. C'est un sujet dans toute la France avec la grève aux urgences. Ça l'est particulièrement à Auxerre avec des informations alarmantes sur un hôpital en faillite. On parle de 26 millions de dettes. D'abord, est-ce que vous le confirmez sur la situation de quasi-faillite de l'hôpital?
26 millions. 26 millions de déficit, donc il fallait réagir. Jusqu'à présent, l'Agence régionale de santé, qui en fait est le véritable gouvernement de l'hôpital, allait de plan d'économie en plan d'économie. Et donc, au fil des ans, ça ne fonctionnait pas, puisque en 3-4 ans, nous sommes arrivés à 26 millions. Mais quel regard vous portez là-dessus, vous? C'est qu'il est particulièrement mal géré, l'hôpital d'Auxerre? C'est qu'il est mal dimensionné? C'est qu'il subit une politique nationale? Deux ou trois raisons, si vous voulez. D'abord, vous avez, à juste titre, placé ça dans un contexte national, puisque en 2018, ce sera 700 millions d'euros de déficit sur l'ensemble des hôpitaux de notre pays, dont le grand phare qui est l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Sur l'hôpital d'Auxerre, comme d'autres hôpitaux, qu'est-ce qui explique ce déficit? Premièrement, un territoire dans lequel les hôpitaux qui sont présents dans le territoire de Lyon, un petit territoire en nombre d'habitants, eh bien, il n'y a pas de complémentarité. Il y a de la concurrence bête et méchante. Un seul exemple, et ça illustre bien, je crois, les choses. On parle de plateaux techniques, les salles d'opération. Sur Auxerre, 11 salles d'opération occupées, un taux de 65%, un des taux les plus faibles de la Bourgogne. Nous avons les mêmes sur Sens, nous avons les mêmes dans des cliniques privées. Donc on voit bien qu'il y a nécessité de réformer en quelque sorte l'offre de soins. Nous sommes à la manœuvre. J'ai travaillé avec le directeur régional de l'ARS. D'ici la fin de l'année, aide financière sur l'enveloppe régionale, aide financière sur l'enveloppe nationale, et nous avons décidé ensemble, y compris le représentant du personnel, y compris la direction de l'hôpital, de travailler sur une modification de l'offre de soins, non seulement à l'échelle de l'hôpital d'Auxerre, mais à l'échelle de l'ensemble du département pour éviter ces concurrences très malsaines pour les uns et pour les autres. Alors on a parlé infrastructure, aménagement. Avant de passer à la politique, est-ce que vous avez un grand projet? Est-ce que vous avez une pyramide, quelque chose d'important que vous aimeriez faire dans un hypothétique 4e mandat? Dans un hypothétique 4e mandat, j'ai une vision de la ville qui me conduit à mettre en priorité, j'allais dire, ce que j'appelle une mutation de la ville. Nous évoquions quelques aménagements, quelques espaces publics. Après le travail que j'ai déjà accompli, j'ai envie de modifier complètement l'image de la ville, ou plus exactement parfaire l'image de la ville, qui a déjà connu, sous les différents mandats que j'ai exercés, qui a déjà connu une petite mutation, mais je souhaite aller beaucoup plus loin. Je souhaite qu'Auxerre soit tout à fait un modèle, j'ai envie de dire, un modèle de ville à vivre. Et je suis convaincu que demain, d'ailleurs, la vraie vie, ou la vie paisible et la vie agréable ne sera pas dans les métropoles, elle sera dans les villes moyennes, dans la mesure où ces villes moyennes sont capables d'être attractives. Ce sont des villes qui ont l'esprit d'initiative, ce sont des villes qui, beaucoup de chefs d'entreprise, notamment TPE, PME, sont également à la manœuvre, et je peux vous assurer que je sens les ferments d'un territoire dynamique et d'une ville qui est capable demain d'être un modèle. La campagne a commencé, on a bien compris. On va faire un petit peu de politique, Guy Ferrez, parce qu'une élection même municipale, c'est ça aussi. Vous avez soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle, aux législatives, aux européennes. Est-ce que vous êtes un marcheur? Je suis un homme libre. Non, mais ça, c'est de la langue de bois, ça. Non, ce n'est pas de la langue de bois. Pourquoi? Si je dois repartir, je repars sans étiquette. Et ce que j'ai dit il y a quelques semaines, si je repars, c'est sans étiquette, et qui veut me suivre, me suivra, qui m'aime, m'aimera. Parce que je considère aujourd'hui, je le disais d'ailleurs tout à l'heure dans les propos liminaires, aujourd'hui, nos concitoyens, que veulent-ils? Ils veulent un maire. Rappelez-vous, il y a quelques jours encore, sondage national, quel est l'homme public préféré des Français? C'est le maire. Parce que le maire est capable de dépasser les clivages. Le maire est capable de transcender la variété, la diversité. Oui, mais quand même, des vous étiez opinions. au PS depuis 1980, 1983, depuis je crois. 1981 ou 82. Voilà, je sais pas, voilà. Oui. Vous le savez. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, ça marche plus, je m'en vais? Écoutez, sous le quinquennat Hollande, j'ai eu le sentiment, d'abord je vous dis les choses comme je les pense, parce que je ne parle pas de langue de bois, j'ai eu le sentiment que le président avait du mal à vouloir marier tout et son contraire. Et donc je me suis dit qu'il y a... On suit avec effectivement le logo du PS, voilà, ça nous amène à ça. Ça va de soi. Et puis je me suis dit aussi que ce parti socialiste n'avait pas du tout changé, j'allais dire, sa vision de ce qu'est la société, des évolutions, de coller à ces évolutions. Et je me suis dit que j'avais plus grand-chose à y faire. Et on le voit aujourd'hui, nous avons d'un côté une gauche en ruine, parce que ce que je dis pour le Parti socialiste, ça vaut aussi pour les autres partis de gauche, et quand je regarde à droite, c'est également un champ de ruine. Donc je considère que dans une fonction de maire, ce qui doit primer, c'est l'intérêt général au-delà des opinions des uns et des autres. Mais quand même, parce que vous savez qu'on aime bien l'ironie aussi, le Conseil fédéral de Lyon a voté le soutien à votre candidature, alors que vous n'êtes plus membre du PS, et que vous avez eu le soutien de La République En Marche. C'est donc totalement contraire à toutes les consignes d'Olivier Faure, le patron du PS. Est-ce que ça veut dire que vous tirez toujours les ficelles du PS dans Lyon? Est-ce que ça veut dire que vous avez des partisans au PS? Ou est-ce que ça veut dire qu'au PS de Lyon, il y a des sympathisants La République En Marche?
Non, ça veut dire tout simplement parce que je n'ai à aucun moment manœuvré dans les coulisses. D'abord, ce n'est pas dans ma nature, puis je crois qu'on m'aurait mis à la porte si j'avais tenté de tirer les ficelles. C'est tout simplement, et ça j'en suis convaincu, que j'apparais aussi bien à La République En Marche qu'au Parti Socialiste. J'apparais sans doute comme un homme d'unité et de rassemblement, ce qui me satisfait. Après l'élection, si vous êtes candidat, si vous êtes élu, est-ce que La République En Marche pourra compter Auxerre dans les villes gagnées ? Ou est-ce que le PS pourra compter Auxerre dans les villes conservées? Vous autoriserez qui à se revendiquer de vous? Je demanderai au préfet de Lyon de m'inscrire dans la catégorie d'hiver. D'accord. Donc vous ne souhaitez pas que La République En Marche fasse d'Auxerre une des villes qui sont passées à La République En Marche? Je ne suis pas membre de La République En Marche. Je ne suis pas membre du Parti Socialiste. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai le soutien des deux entités. Un autre logo politique, Europe Écologie Les Verts. À Auxerre, comme à peu près partout, en fait, la doctrine commence à apparaître. Ils décident de quitter les majorités dans lesquelles ils siégeaient pour une candidature indépendante. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas fait assez pour l'environnement ou qu'ils pensent que vous ne ferez pas assez par la suite? Oh, écoutez, j'analyse les choses de la manière suivante. Europe Écologie Les Verts, élection européenne, un score qui, en moyenne nationale, comme à Auxerre d'ailleurs, est d'un peu plus de 13%. Je dis souvent, c'est un bon score. Mais je dis aussi, il y en a 87% à côté. Et donc, Europe Écologie Les Verts, en quelque sorte, sur une doctrine que j'appelle la doctrine Jadot, c'est de dire, on va casser la baraque, vous allez voir ce qu'on va aller voir, et j'ai le sentiment, à Auxerre comme ailleurs, qu'ils veulent montrer les muscles pour essayer de mieux négocier au second tour. Mais ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant? Ça s'est très bien passé. Je peux vous assurer, encore une fois, quand on travaille sur un projet municipal, il est nourri par toutes celles et tous ceux qui participent à ce projet, à cette équipe municipale. Nous avons travaillé, beaucoup travaillé, et j'ai la faiblesse de dire bien travaillé, et tout ceci sous mon autorité. Et donc les Verts, j'allais dire, Europe Écologie Les Verts, s'ils ont pu travailler à mes côtés, c'est aussi parce que je leur ai confié des dossiers d'une réelle importance. Vous êtes prêt à discuter encore avec eux par la suite? On parle souvent d'entre-deux tours au municipal, on sait que parfois... Il est beaucoup trop tôt. Parce que pour faire votre ville douce à vivre, votre projet d'une ville encore plus douce à vivre, il faudrait peut-être des écologistes, non? Mais je peux la faire, y compris sur les écologistes. Le message est passé. Un mot sur le résultat des européennes sur la ville d'Auxerre. La République En Marche, 23%. Le Rassemblement National, 22%. C'est votre adversaire principal pour ces élections municipales? Non, je ne crois pas. D'abord parce qu'on ne peut pas transposer l'élection européenne sur une élection municipale. Je crois que tous les analystes confirment ce que je viens de dire. Très difficile aujourd'hui de le dire. Je suis convaincu que le Front National fera un score qui lui permettra sans doute d'être présent au second tour. Je crois que c'est sinon acquis, en tout cas, la probabilité. Aux dernières municipales en 2014, il manquait 30 voix au Front National pour être présent au second tour. Donc je ne sais pas du tout qui sera mon adversaire principal au second tour. S'il y a un second tour. Et si vous êtes candidat? Et si je suis candidat? Je le rajoute avec un peu d'ironie. En 2014, votre challenger, c'était Guillaume Larrivé, député. On se rappelle que la bataille avait été, on va dire, rude. 312 voix d'avance seulement à la fin. Guillaume Larrivé, il n'y retourne pas. Il lance à sa place le maire d'une autre commune de Lyon. Alors, ce maire, il a aussi croisé La République En Marche à un moment donné, si j'ai bien compris. Écoutez, il faudra qu'un jour on m'explique le parcours politique de ce maire d'une commune de l'agglomération. J'avais entendu dire cela. Aujourd'hui, il est adoubé par les Républicains. Très franchement, je ne regarde pas ça de près, parce que je trouve que c'est pas très beau pour les Auxerrois et c'est pas très beau pour Auxerre de ne pas avoir trouvé dans la ville d'Auxerre un candidat ou une candidate susceptible de représenter la droite républicaine. Je trouve qu'il y a un certain mépris à l'égard des Auxerrois. Une autre photo, et ce sera notre dernière photo, qui nous renvoie un an en arrière, c'est la photo du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement a été fort dans Lyon, on se rappelle des ronds-points de Sens qui avaient été mis en ville, mais il y a eu aussi des ronds-points à Auxerre qui ont été très occupés assez longtemps. Est-ce que vous l'avez compris, ce mouvement? Est-ce que vous l'avez craint? Comment vous l'avez vécu? Je l'ai compris, je ne l'ai pas craint sur la ville, parce que dès le départ du mouvement des Gilets jaunes, tout de suite, les représentants des Gilets jaunes, ceux d'Auxerre et de l'Auxerrois, sont venus me voir. Nous avons discuté, j'ai perçu ce qui pouvait les motiver. Et puis surtout, j'avais passé un deal avec eux. Ils m'avaient demandé s'ils pouvaient s'installer. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas compliqué. Ils avaient besoin de ça, notamment pour se réunir. J'ai dit, d'accord, ok.
à une condition, c'est que sur Auxerre, ça reste calme. Et c'est resté calme. Et ça m'a permis d'être en réalité à l'écoute pendant tout ce mouvement qui s'est essoufflé dans ces manifestations visibles en tout cas. Ça m'a permis d'être en permanence à l'écoute et de percevoir les inquiétudes qui ont été relayées d'ailleurs par nombre de Français. Quelle analyse vous en faites? Une révolte contre la pauvreté, avec une forte pauvreté dans ce pays. Une réaction aussi à des mesures environnementales, parce qu'on se souvient que c'est l'augmentation des prix de l'essence qui l'a provoqué. Les campagnes contre les villes, d'autres disent un mouvement contre la République, carrément. Vous l'interprétez comment, vous? J'ai envie de vous dire, j'interprète un peu comme étant révélateur d'une sorte de crise du modèle français. Crise sur le plan des fonctions régaliennes, regardez les pompiers, les hôpitaux, la police, je pourrais multiplier les inquiétudes aussi sur ce que sera demain la retraite des Français par exemple, et donc c'est un mouvement de fond, et c'est pour ça que je pense que c'est assez représentatif d'une forme de crise du modèle français. Et donc nous attendons de l'État, du gouvernement en particulier, que l'ensemble de ces sujets qui ne sont pas réglés aujourd'hui, il faut bien le dire, et qui sont souterrains, parce que même si on voit de moins en moins les gilets jaunes dans la rue, il n'empêche que les inquiétudes sont là, et je crois que notre société aussi doit prendre garde à ça. Oui, je pense qu'il y a une crise du modèle français et il appartient au pouvoir public de pouvoir y répondre dans les meilleures conditions. Alors vous acceptez le soutien de la République En Marche, mais vous critiquez aussi le gouvernement sur ce qu'il n'a pas fait? Vous savez, comme je ne suis pas un marcheur, je suis capable de souligner ce que le gouvernement fait de bien, et comme je suis aussi un homme libre, je suis capable aussi d'être un aiguillon, parce que ce qui est en cause aujourd'hui, et c'est indépendant d'ailleurs du gouvernement, quel qu'il soit, soit Hollande savait commencer, si c'était pas Macron, ce serait quelqu'un d'autre, il y a une crise du modèle français, il appartient aux gouvernants, au gouvernement et au président de la République de prendre la bonne mesure et de pouvoir apporter des réponses. Mais j'ai bien conscience aussi que les choses ne vont pas se régler rapidement, il faut du temps, parce que nous travaillons sur le temps long. Il y a Auxerre, il y a aussi une périphérie autour, une agglomération, et on sent l'inquiétude des zones périurbaines et de la campagne, du monde rural, quand on est maire de la ville-centre. Oui, je vous le confirme. Il y a Auxerre, la ville-centre, il y a 2 ou 3 villes qui collent directement au Auxerre, et puis aussi une partie rurale. Et je mesure combien la ville-centre, d'abord, peut faire peur aux communes rurales. À tort ou raison, peu importe de point de vue, c'est à tort, mais c'est ainsi. Et on voit bien qu'entre la sociologie, si vous voulez, et y compris la sociologie électorale de la ville-centre et de sa périphérie, eh bien, il y a quand même une différence. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. En début d'émission, nous vous avons fait écouter des avis d'Auxerrois, Basile Jaouté et Claude Eudes leur ont aussi demandé, vous allez voir, c'est les mêmes personnes, en fait, s'ils avaient quelque chose à vous dire. On va les écouter. Est-ce qu'il y a une action qui est possible en matière de redensification du centre-ville d'Auxerre? Qu'ils refassent le marché couvert, comme il faut. Qu'ils mettent beaucoup de choses dedans, qu'on puisse naviguer. C'est triste, le marché couvert, c'est triste. Faut que tu m'appelles Guy. Non, je plaisante. Pour avoir des nouvelles. Non, je dirais continue dans ta lancée. Je pense que ce que tu es en train d'accomplir, c'est bien. Si j'avais quelque chose à lui dire, c'est que j'aimerais bien déjà qu'il clarifie sa position, parce que je trouve assez dommageable de se faire élire socialiste et puis après passer sous une autre étiquette. Je trouve que c'est pas très respectueux des électeurs qui ont voté pour lui à une époque. Alors voilà, bon, ça recoupe un certain nombre de choses dont on parlait. Oui. Voilà, vous n'oublierez pas d'appeler le monsieur qui vous demande de l'appeler. Absolument. Il y a un thème dont on n'a pas du tout parlé, dont les gens ne nous ont pas parlé, mais qui est assez présent dans l'actualité, c'est le problème du collège Bienvenue Martin à Auxerre. Vous avez raison. Alors, il y avait il devait être fermé pour des décisions financières par le conseil départemental. Maintenant, c'est des problèmes d'organisation, on va dire des problèmes logistiques. Le maire, il voudrait que son collège reste ouvert. Écoutez, le collège, moi je suis très clair. Le président du conseil départemental, ou plutôt l'assemblée départementale, a demandé au préfet de signer un arrêté de fermeture du collège Bienvenue Martin. Ce collège risque de devenir une friche dans un quartier qui va continuer de faire l'objet d'opérations de renouvellement urbain. Ma position aujourd'hui, je l'ai dit au préfet, je l'ai dit au président du conseil départemental, je veux récupérer ce collège dans le giron de la ville pour en faire un grand ensemble de services à la population dans un quartier qui fait l'objet d'opérations de renouvellement urbain. Donc les élèves, eux, partiront ailleurs, mais vous souhaitez conserver... Ils sont déjà partis. Vous souhaitez conserver le lieu, en fait. Le lieu, je veux conserver le lieu. On approche de la fin de cette émission, Guy Ferrez. On vous a proposé, comme à tous les maires qui succèdent à cette place sur notre plateau, de faire un selfie dans votre ville. Alors le voilà, on va voir la photo, normalement, qui doit apparaître... assez rapidement, si on la trouve. La voilà. Bon, alors, on vous voit pas tendre le bras. On va dire que c'est un semi-selfie. Hein, on va dire ça comme ça. Oui, absolument. Bon, pourquoi vous, à cet endroit-là? Pour deux ou trois raisons. Parce que je trouve que c'est un beau signal envoyé à
à la jeunesse auxerroise et départementale, puisque nous sommes devant une salle de diffusion des musiques actuelles que nous appelons le Silex. C'est aussi très emblématique de la politique culturelle que nous conduisons dans la ville d'Auxerre, et puis c'est aussi un beau message en matière d'écologie et développement durable, puisque nous avons dans cette belle salle de diffusion des musiques actuelles ce qu'on appelle de la géothermie, qui alimente en énergie ce bâtiment, salle de diffusion des musiques actuelles, le Silex. C'est un message que vous envoyez à Europe Écologie. J'envoie ça à la population. Il nous reste 1 minute 30 d'émission, mais c'est suffisant pour vous demander si vous avez un regret dans le mandat qui se termine et un rêve pour le mandat qui peut venir. Ah, vous me prenez de court, je dois reconnaître. Ah oui, si vous avez tout dit. Faut-il avoir des regrets? Oui, sans doute que j'aurais pu aller plus vite sur certains projets, sur certains dossiers, mais ça, c'est la vie d'un maire, si vous voulez. Donc, ça ne pose pas de difficulté en termes de regrets. Pour demain, j'ai vraiment envie que Auxerre soit, quand je dis que je souhaite qu'Auxerre soit une ville à vivre, un modèle de ville à vivre, je dis pas ça par excès de langage, je crois beaucoup à cela parce que je suis très amoureux de ma ville, j'y suis né, j'y suis encore et j'ai envie que tout le monde s'y sente aussi bien que moi. Il y aurait des symboles de cette ville douce à vivre? Il pourrait y avoir quelque chose, je sais pas, un lieu nouveau, quelque chose, ou c'est pas encore, c'est encore trop tôt? J'évoquais tout à l'heure la place des Cordeliers, le marché, et puis j'ai l'intention aussi de reprendre de larges parties du cœur des villes, précisément pour qu'il y ait un meilleur partage entre les utilisateurs ou les usagers de la ville, les piétons, les voitures, les vélos, bref, tout ce qui fait dans une ville, chacun doit pouvoir se rencontrer et admettre surtout la présence de l'autre. Merci beaucoup Guy Ferrez, ça pourrait être la conclusion de cette émission. Merci d'être venu nous voir. Dimanche prochain, à votre place, ce sera le maire de Dijon, François Rebsamen, qui viendra répondre à nos questions. Dans l'immédiat, restez avec nous pour la partie nationale de Dimanche en politique. Bon dimanche, au revoir et merci. Au revoir et merci.